Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du Grenier qui reprend puisque les élections sont terminées, donc on a à nouveau le droit de l'ouvrir dans ce grand pays de liberté d'expression dans lequel les réseaux sociaux sont totalement libres. Voilà, donc écoutez, nous allons parler de la du danger de la rentrée de tous les dangers. Voilà un vaste sujet, ça va être une série de 2 vidéo, je vais la couper un peu en 2 parce que sinon ça va être trop long, donc je vais vous en faire une partie aujourd'hui et puis une partie dimanche prochain. Entrée à haut risque, tout comprendre pour tout anticiper. Normalement l'autofocus autofocant est réglé. Salut, j'apparais. Et donc nous allons parler des principaux risques en cette rentrée de septembre 2024 où la France est toujours sans Premier ministre et donc sans gouvernement. À l'instant où je fais cet enregistrement, nous sommes dimanche après-midi, il est 16h45, voilà, 16h45, bah oui, dissolution, piège à bip. Souvenez-vous, c'était ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo avant les élections. McKinsey a proposé dissolution et Macron a compris dissolution. C'était mignon, c'était drôle. Je vous expliquais à l'époque un certain nombre de choses, on va y revenir. Les grands risques aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est que la France est sans gouvernement, mais mieux vaut une absence de gouvernement qu'un mauvais gouvernement et le risque nouveau Front populaire, nous allons y revenir, et que ceux qui ont voté à gauche ne commencent pas à pousser des cris de vierges effarouchées. C'est ni pour ni contre, c'est juste factuel et je vous expliquerai pourquoi la solution NFP n'est en aucun cas possible. Élection américaine, rien n'est gagné pour Kamala Harris et le risque Trump, risque entre guillemets, là aussi les pro-Trump, ne poussez pas des cris de vierge effarouchés. Quand je parle du risque Trump, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. C'est simplement factuel pour beaucoup et pour le système. Trump est un risque. Là, le démarrage d'Outlook qui va pas nous arranger beaucoup. C'est le problème, voyez-vous, des trucs réalisés sans montage et sans trucage. Voulez-vous quitter l'assistant? Oui, je le veux, mais en êtes-vous vraiment sûr? Oui, j'en suis vraiment sûr. Et est-ce que vous le voulez vraiment? Reconfirmer la confirmation de la confirmation? J'adore l'informatique, il n'y a pas à dire. La récession économique mondiale, qui est encore un autre risque possible. L'explosion boursière de la bulle de l'intelligence artificielle, car oui, l'intelligence artificielle est une bulle, on en reparlera. Bien entendu, les risques géopolitiques, la Chine, l'Iran, la Russie, l'Ukraine, bref, tout ça, c'est évidemment toujours présent avec sur fond de guerre pour l'énergie. Donc nous parlerons de tous ces grands risques et d'autres sur cette semaine et la semaine prochaine. Alors, souvenez-vous, dissolution, piège à bip bip. Je vous disais que les élections législatives, pourquoi c'est grave? C'était le risque d'instabilité. Je pourrais revoir cette vidéo, hein, c'est celle d'avant, hein, dans le menu et dans le programme des vidéos. J'avais expliqué qu'en gros, le programme du NFP, il n'était pas crédible économiquement. Hein. Enfin, je veux dire, c'est juste pas possible. Et ça va évidemment déclencher une attaque des marchés dans les 48 heures. Et c'est bien là le nœud du problème. L'effet cumulé de nos mauvais choix, les dettes accumulées, les déficits accumulés, les dépenses qui sont complètement hors de contrôle, qu'on soit pour ou contre, encore une fois, ni pour ni contre, bien au contraire. Le sujet, c'est que de toute manière, quand il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Et le coup de « il n'y a qu'à en imprimer ou pas payer la dette », c'est bien, mais enfin, ça nécessite évidemment de réfléchir un petit peu plus que ça, parce que les choses sont un petit peu plus compliquées, et que si on ne paye pas les dettes, on peut le faire, vous n'aurez plus personne pour vous boucler vos fins de mois, et ça veut dire qu'il faut fonctionner sans découvert autorisé, et fonctionner sans découvert autorisé quand tous les mois on dépense 30 milliards de plus que ce qu'on gagne, ça veut dire ne plus payer les fonctionnaires, ne plus payer les retraités. Donc si vous voulez, ne plus payer ceux qui ne font rien, les RSA, les machins, les trucs. Bon. Donc si vous voulez, tout ça, ça va faire un petit peu désordre, évidemment. Donc je vous disais que le risque, c'était que la France soit ingouvernable dans le cas de plusieurs scénarios. Évidemment,
On y est, hein, c'était ce qui était prévisible, évidemment advient, hein, donc vous voyez que les choses sont quand même maintenant relativement lisibles pour ceux qui veulent les analyser avec objectivité. Alors, le risque, c'est bien entendu l'attaque des marchés, donc ça c'était ce que je vous disais dans la vidéo précédente, et ça, c'est on attaque la nouvelle présentation, celle de cette semaine. Je ne suis pas prêt à prendre ce risque dans les cauchemars d'Emmanuel Macron. C'est un article de l'Express qui cite le mot m'échappe, des indiscrétions. Comment choisir un Premier ministre de cohabitation quand on ne veut pas perdre la main? Telle est la question insoluble à laquelle le président tente de répondre. En réalité, ce petit chapeau et ce petit résumé est assez erroné par rapport à l'importance de ce qui est dit après. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit. Selon l'Express, le président a confié que la nomination de Castex, bon, enfin, de toute manière, c'est un casse-tête, figure clé du nouveau Front populaire, pourrait entraîner une crise économique similaire à celle qu'a connue la Grande-Bretagne sous Liz Truss. Si je la nomme, elle ou un représentant du NFP, le nouveau Front populaire, ils abrogeront la réforme des retraites, ils augmenteront le SMIC à 1 600 €, les marchés financiers paniqueront et la France plongera. Et oui, voilà. Alors ça plaît pas, peu importe, c'est la réalité. Le programme du nouveau Front populaire, et j'en avais fait la vidéo la fois d'avant, est totalement inapplicable, il ne peut pas être appliqué et l'Union européenne ne l'autorisera jamais. Et donc de toute façon, politiquement, Emmanuel Macron ne pourra pas nommer quelqu'un du NFP qui appliquerait le programme du NFP. Et donc évidemment, s'il nomme quelqu'un du NFP qui n'applique pas le programme du NFP, il sera censuré. Et par les députés Ensemble, En Marche, enfin bon bref, les macronistes, et par les députés de droite RN et LR. Donc de toute manière, le gouvernement ne tiendra pas très longtemps, mais entre le moment où il sera nommé, le moment où il sera formé, le moment où il se présentera devant le Parlement pour demander la confiance ou la défiance et où la motion de censure sera votée, il se passera suffisamment de temps pour que les marchés paniquent, bien entendu, et renversent non pas le gouvernement, mais la stabilité financière de la France et menacent la stabilité entière de la zone euro. Donc de toute manière, ce ne sera politiquement pas possible. Jusqu'à présent, Macron avait refusé et justifié son refus en évoquant la nécessité de préserver une stabilité institutionnelle, arguant qu'un gouvernement dirigé par le nouveau Front populaire serait vulnérable à une motion de censure, qu'on ne va pas nommer un gouvernement qui n'a aucune chance d'obtenir la confiance du Parlement, donc ça ne servirait à rien. Mais en fait, derrière, vous avez bien compris que la vraie raison, c'est évidemment l'impossibilité d'appliquer le programme du nouveau Front populaire. Conclusion, mieux vaut même une absence de gouvernement que le mauvais gouvernement, à savoir un gouvernement qui appliquerait une politique nouveau Front populaire. Ça veut dire que de toute manière, Emmanuel Macron va peut-être devoir finir par diriger, ou en tout cas composer avec le Rassemblement national auquel il avait fait barrage, auquel toute la classe politique avait fait barrage, lui ouvrant sans doute la voie du pouvoir pour les prochaines élections, soit via une nouvelle dissolution d'ici un an, soit via une démission du président de la République. Autre risque, évidemment, le risque Trump, qui ne peut pas être écarté. La détestation de Trump par le camp du bien, les démocrates américains, est telle que cette élection présidentielle est évidemment plus que tendue. Je vous rappelle Trump, l'homme à l'oreille cassée, et ce n'est pas un nouvel épisode de Tintin. Si Kamala Harris est en tête des intentions de vote, c'est le résultat État par État qui compte en raison du système des grands électeurs qui est une forme de suffrage indirect du président aux États-Unis. Donc chaque État envoie un certain nombre de grands électeurs, et ce sont ces grands électeurs. Donc si vous voulez, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas tant les intentions de vote nationales que les intentions de vote État par État, et savoir quels sont les swing states, ces États qui peuvent basculer, etc. Donc pour
comprendre, oh bah tiens, ça d'ailleurs, c'est une erreur de copier-coller, ça, faut pas regarder. Pour comprendre l'Amérique de Trump, il faut également lire le livre de son éventuel futur vice-président. Et je voulais vous parler de deux ouvrages aujourd'hui, de deux livres que je vous conseille en termes de lecture de rentrée. Le premier, c'est celui-là, c'est Hillbilly Elegy de DJ Vance, le vice-président, je ne sais pas si vous allez, normalement vous allez bien voir, le vice-président, le ticket avec lequel il forme avec DJ Vance, qui est le futur vice-président américain si jamais Donald Trump était élu. C'est un excellent bouquin. Alors excellent bouquin, pas d'un point de vue littéraire, excellent bouquin, pas d'un point de vue forcément des idées, mais tout simplement un excellent bouquin parce qu'il permet de comprendre qui est Vance, le futur éventuel vice-président des États-Unis, et peut-être futur président des États-Unis, puisque ce serait à ce moment-là le deuxième mandat de Donald Trump, mais également la situation économique, sociale des États-Unis. Et pourquoi nous en sommes arrivés là? C'est quasiment un témoignage sociologique. Dans ce récit, alors, à la fois personnel et politique, Vance raconte son enfance chaotique dans les Appalaches, cette immense région des États-Unis, qui a vu l'industrie du charbon et de la métallurgie péricliter, pour pas dire complètement disparaître, être délocalisée. Il décrit avec humanité et bienveillance la rude vie de ces petits blancs du Midwest, que l'on dit xénophobes et qui ont voté pour Donald Trump. Roman autobiographique, roman d'un transfuge, Hillbilly Elegy nous fait comprendre la voix d'une classe désillusionnée et pose des questions essentielles. Comment peut-on ne pas manger à sa faim dans le pays le plus riche du monde? Comment l'Amérique démocrate ouvrière et digne est-elle devenue républicaine, pauvre et pleine de rancune? Un hillbillies, des rednecks ou les white trash, ce sont les pecnos, hein, ça peut se traduire par pecno. Je vous l'ai mis sur le... Ça veut pas, c'est bloqué, c'est super. Alors, ça c'est rare que ça arrive. Là j'ai un problème d'ordi. Alors, hop là, voilà. Donc Vance, je ne vais pas tout vous lire, vous ferez une pause sur écran, mais en gros, avocat, capital risqueur, écrivain, homme politique américain, membre du Parti républicain, il s'est fait connaître par ce bouquin Hillbilly Elegy, et il est devenu après sénateur de l'Ohio au Congrès des États-Unis, et donc il est décrit comme néo-réactionnaire, conservateur nationaliste, radicalisé et populiste de droite, à la tête de l'aile populiste nationale du parti. Sur le volet social, il promeut des politiques très conservatrices, notamment ancrées sur la famille. Lisez ce bouquin parce que vous allez comprendre beaucoup de choses, et notamment pourquoi après donc Vance, c'est quelqu'un qui est né en 1984, d'accord, donc il est jeune, hein, Vance, et comme beaucoup de cette génération, c'est des parents divorcés, c'est une vie familiale absolument chaotique, et toute cette génération qui a vécu ce chaos familial, ce chaos social, eh bien, développe des valeurs ancrées sur la famille et demande le retour de valeurs familiales, de stabilité familiale. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est un phénomène, c'est une vague de fond qui est en train de déferler sur le monde entier, après qu'on ait totalement déstructuré les familles. Eh bien, il y a un besoin évidemment de retour à une forme de stabilité, et la structure familiale dans toutes les civilisations humaines est évidemment la cellule de base. Et donc vous avez un mouvement absolument immense. Lisez ce livre, lisez l'enfance chaotique de ce peut-être futur vice-président américain, comment il s'en sort, cette misère sociale que nous avons également chez nous et que moi je peux voir dans ce qu'on appelle pompeusement cette France périphérique. Et voilà, il y a des parallèles qui sont évidents à faire. Ça marche toujours pas. Hillbilly, donc ça veut dire pecno. Et un pecno, c'est un homme grossier, inculte, niais et peu dégourdi, dont on fait peu de cas.
D'accord? Et donc, tous ces gens-là, le système en a fait peu de cas, que ce soit aux États-Unis ou en France. Aux États-Unis, ça donne le vote Trump. En France, ça donne le vote Rassemblement National, le mouvement des Gilets jaunes, qu'il ne faut pas oublier. Je vous rappelle qu'une révolution peut s'inscrire dans un temps bien plus long que ce que l'on peut penser, qui n'est pas forcément le temps médiatique, avec des résonances sur plusieurs années. Élégie, et pas élégie, comme c'est hillbilly, j'ai tendance à le prononcer à l'américaine. C'est un mot français, c'est un poème lyrique exprimant une plainte douloureuse des sentiments mélancoliques, les élégies de Ronsard. Et donc, hillbilly, élégie, c'est la plainte douloureuse des pecnos, des sans-dents, de ceux qui ne sont rien, comme disait l'autre, celui qui est bien trop conseillé par McKinsey. Pour comprendre les fractures américaines, il faut donc lire ce livre cruellement d'actualité, et aussi pour nous, parce que ce qui arrive aux États-Unis est partagé avec ce qui arrive en France, et c'est pas si différent que ça, loin de là. Déclassement par les délocalisations, précarisation, effondrement du niveau scolaire, éducatif, effondrement de l'ordre sécuritaire, social et sociétal, c'est ce qui arrive aux États-Unis, c'est ce qui arrive en France, c'est ce qui arrive globalement dans l'ensemble du monde occidental, les mêmes causes provoquant à peu près partout les mêmes effets. Et ces mêmes effets, c'est un retour de la demande d'ordre, de travail, de moyens, de soins, de sécurité, dans tous les sens du terme, de la sécurité sociale à la sécurité physique et à la sécurité sécuritaire. Je veux pouvoir me promener dans les rues sans me faire renverser par un petit délinquant ou un petit couillon faisant des roues arrière et faisant n'importe quoi. Les ravis de la mondialisation contre les laissés pour compte de la globalisation, voilà ce que raconte ce livre. Voilà ce que raconte Vance, voilà la zone de fracture entre l'électorat Trump et l'électorat démocrate. D'un côté, ceux qui bénéficient de la mondialisation, de l'autre côté, ceux qui en sont rejetés, qui en sont les victimes, et qui sont les victimes de ce transfert de richesse à qui personne, à qui la vie n'a été demandée à personne. On ne nous a pas demandé si on était d'accord pour transférer nos richesses. On nous l'a imposé. Ça vient de là, lisez ce bouquin, c'est très intéressant. Et il y en a un autre, et ils sont liés, décidément, rien ne va plus, voilà. C'est « Il est venu le temps des producteurs » de Tatiana Ventose, qui a eu la gentillesse de m'envoyer son bouquin, le voilà, « Il est venu le temps des producteurs » aux éditions Le Fil d'Actu. En 50 ans, la France a fait l'objet d'un pillage à grande échelle. La financiarisation, la mondialisation de l'économie ont détruit nos capacités de production. Aujourd'hui, notre pays est faible, dépendant, incapable de répondre aux besoins les plus fondamentaux de sa population. Ce sont des constats que je fais tous les jours sur le site Insolentiae. On a effectivement un abandon, une perte de souveraineté, y compris par exemple notre souveraineté alimentaire, qui sont des abandons et des pertes de souveraineté absolument dramatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est même plus capable d'autosuffisance alimentaire. Et donc, ce n'est pas le fruit du hasard. Nos dirigeants l'ont voulu pour pouvoir piller la France impunément. Ils ont relégué les véritables producteurs de richesses dans les territoires périphériques, loin des centres de décision et d'influence. Ils les ont soumis à des pressions croissantes, tant fiscales, matérielles, morales. Ils les ont effacés des représentations, leur ont pris jusqu'à leur pouvoir de décision démocratique et tenté de les assimiler à un passé révolu. Mais les grands mouvements dont l'histoire a le secret font que s'éveille aujourd'hui lentement mais sûrement la conscience de ceux que la classe dirigeante a voulu écraser et rendre étrangers à leur propre pays. Ce livre raconte la véritable histoire du pillage français, mais surtout l'inexorable ascension de la classe des producteurs qui ont désormais un rôle fondamental à jouer, prendre le contrôle de la société pour leur propre salut, mais surtout celui de la France. Un bouquin qu'il faut lire et qu'il faut mettre en relation, évidemment, avec Vance. C'est lié. Tout ça, c'est les mêmes idées. Et quand vous lisez le site Insolentiae, et quand vous lisez les constats que je peux faire, les analyses économiques que je peux faire, elles ne sont pas très différentes de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-on pu, à ce point-là, tout laisser partir? Ne plus être capable de soigner les gens.
Le plan Debré, vous regarderez, vous chercherez, il y avait eu un plan Debré, dans même des petites villes qui sont des gros villages de 6 000 habitants, 7 000 habitants, vous aviez un hôpital avec un service d'urgence et la possibilité de passer des radios, y compris à 2 h du matin, pour savoir si vous étiez cassé quelque chose. Et ça, c'était au début des années 2000. D'accord ? Dans le Lot, à Saint-Céré, vous aviez un hôpital. Regardez le nombre d'habitants à Saint-Céré dans le Lot. Saint, plus loin, enfin Saint-Céré, C-E-R-E. D'accord ? Je crois que l'hôpital a été fermé en 2007. Donc, nous avions des hôpitaux et un maillage et des soins de santé extraordinaires partout. Et aujourd'hui, alors qu'on vous annonce plus d'étudiants en médecine, en réalité, on vous supprime 1500 postes d'internes dans les hôpitaux. Alors qu'on vous annonce plus de Canadair pour éteindre les feux de forêt, en réalité, on en a moins. Tout est à l'avenant. D'accord ? Donc c'est un effondrement total, on vit sur l'inertie, on vit sur une image, on vit sur une fiction imaginaire. Et tout ça, petit à petit, est en train de se fracasser. Et cette inertie, eh bien évidemment, elle va, à un moment donné, plus être suffisante pour masquer tout ce qui ne va plus. Et le tout ce qui ne va plus, bien entendu, va prendre le pas sur toute cette fiction imaginaire. Et c'est là que les choses partent évidemment en coquillettes. Donc voilà un autre bouquin à lire. Il est venu le temps des producteurs. Ilibelli Eligi, fildactuédition.com, puis Ilibelli Eligi, vous regardez sur internet, vous allez trouver le lien, sinon je pense que j'essaierai de vous les mettre dans la description. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, le dossier du mois de juillet, parce que comme je n'avais pas fait de vidéo, je vous en parle en 2 mots. C'est massacre fiscal à la tronçonneuse, comment y échapper et ce que l'on peut faire dès maintenant pour se préparer, parce que ne vous y trompez pas, la situation financière du pays est effroyable, que de toute façon nous sommes dirigés par des gens qui manquent, pour rester très poli et très sobre, cruellement de vision, et donc ils vont faire la seule chose qu'ils font et qu'ils savent faire depuis 50 ans, ils augmenteront les impôts sur les riches. Et comme les vrais riches peuvent partir et aller ailleurs, il reste que les petits riches, c'est-à-dire la classe moyenne, c'est-à-dire les gens qui gagnent globalement plus de égal ou plus de 2000 € net par mois. Voilà, donc c'est la classe moyenne. Donc un couple qui gagne 4000 €, il est évidemment très riche. D'ailleurs, regardez les barèmes du nouveau Front Populaire, c'est exactement ça. Et donc on va augmenter encore plus les impôts, impôts sur les successions, impôts sur la richesse, impôts sur l'immobilier, etc., etc. Mais évidemment, tout ça, ça participe de l'effondrement du pays. Plus on taxe, moins on fait de richesse, c'est une évidence. Quand vous avez 60% du PIB qui est lié à la dépense publique, 60% du PIB qui est lié à la dépense publique, certains vous diront non, non, c'est pas 60%, c'est 57%. D'accord, quand le sage vous montre la lune, l'imbécile regarde le bout du doigt, on se fiche que ce soit 57 ou 58 ou 59,2% du PIB ou 60, on va tendanciellement de toute manière vers les 60, on dépassera les 60, et puis tout ça dépend tellement de comment on compte que de toute manière les chiffres, ils ont une marge de manœuvre relativement, une marge d'erreur relativement importante. Arrondissons globalement à 60% pour que vous ayez le bon ordre de grandeur. Qu'est-ce que signifie un PIB, un PIB, dont 60% est constitué de dépenses publiques? Est-ce que vous pensez même que la mesure de la richesse du pays à ce moment-là a un sens? Est-ce que vous pensez que ça a un sens d'essayer de calculer le PIB et la richesse produite à Cuba, où vous avez 90% du PIB qui est de la dépense publique? Et là, je pense que mesurer le PIB dans un État où c'est 60% du PIB qui correspond à la dépense publique, ça n'a plus aucun sens économique. Voilà où en est le pays, où en est la France. Donc de toute manière, nous devrons atteindre l'effondrement pour pouvoir nous redresser et refaire un nouveau système qui soit plus juste, plus fonctionnel, plus utile pour chacun de nous, puisque l'objet
normalement de tout système économique et de tout système politique, c'est de servir le bien commun et l'intérêt des gens. Et vous voyez bien que malgré les 60% de dépenses sur PIB, les gens sont plus soignés, les gens sont plus éduqués, les gens sont plus cultivés. Bref, c'est une dramatique déliquescence de la société française. Mais nous continuerons à être le pays le plus taxé pour ce brillant résultat dans lequel tous les services publics s'effondrent et nous allons payer encore plus d'impôts et toujours plus d'impôts évidemment. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas comprendre que ce n'est pas la solution, qui ne comprendront pas que plus d'impôts n'est effectivement pas la solution à nos problèmes, mais la cause réelle de tous nos problèmes avec les délocalisations et l'ensemble des pertes de souveraineté qui touchent notre pays depuis maintenant 40 ans. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur cette première partie des risques de rentrée, de cette rentrée de tous les dangers. Et la suite la semaine prochaine. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si les réseaux le veulent bien, si les réseaux nous y autorisent, si les réseaux sont suffisamment gentils et démocrates cette fois-ci ou pas, on verra bien. Cette présentation est en téléchargement dans vos espaces lecteurs pour tous ceux qui sont abonnés à la lettre stratégie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la lettre stratégie si vous le souhaitez. C'est aussi une manière de soutenir le site. Et puis surtout, n'oubliez pas, tous les jours une édition sur le site insolentiae.com. Vous pouvez vous abonner à la lettre d'information quotidienne et gratuite. Et puis tout simplement vous connecter sur le site insolentiae.com. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous parce que c'est le plus important. Et puis peut-être que la semaine prochaine, nous aurons un gouvernement et un nouveau Premier ministre, ou pas, d'ordre technique, ou pas, plutôt de gauche ou de droite, je ne sais pas. Dans tous les cas, sachez une chose, c'est qu'il n'y aura qu'une seule politique qui sera menée. Elle sera une politique d'augmentation des impôts, soi-disant d'austérité et de légère baisse des dépenses, mais surtout, une politique de hausse des impôts. Voilà. Planquez le Grisby, planquez les sous. Salut les copains.